Library. Il existe une chose que tu perds chaque jour sans t'en rendre compte. Elle ne fait pas de bruit, elle ne laisse aucune trace visible, et pourtant, elle détermine directement ton niveau de réussite, ton argent, ta clarté mentale et même la qualité de ta vie. Cette chose, ce n'est pas ton temps. Le temps, tu sais quand tu le perds. Cette chose est plus subtile, plus dangereuse. C'est ton attention. Et tant que tu ne comprends pas comment elle t'est retirée, tu ne peux pas la reprendre. Garde cette idée en tête, parce que tout le reste de ce livre découle de cette vérité et nous reviendrons plus tard sur le mécanisme précis qui fait que certains deviennent concentrés, puissants, stables, pendant que les autres restent brillants mais dispersés toute leur vie. La vérité dure et simple. Tu ne manques pas de discipline, tu ne manques pas d'intelligence, tu manques de contrôle sur ce que ton esprit regarde, écoute et consomme. L'attention est devenue la ressource la plus exploitée au monde, bien plus que l'argent, bien plus que le pétrole. Et la plupart des gens vivent comme s'ils en avaient une quantité infinie. C'est faux. Ton attention est finie, limitée, fragile. Et chaque fois que tu la disperses, tu réduis ta capacité à construire quoi que ce soit de sérieux. Regarde ta journée. Combien de fois ton esprit change de sujet sans que tu l'aies décidé? Combien de fois tu prends ton téléphone sans raison claire? Combien de fois tu passes d'une tâche à une autre en croyant avancer alors que tu fais juste tourner ton cerveau à vide? Ce n'est pas un défaut moral, c'est un conditionnement. Un conditionnement extrêmement rentable pour ceux qui capturent ton attention, mais extrêmement coûteux pour toi. L'homme qui contrôle son attention contrôle son énergie. Celui qui contrôle son énergie contrôle ses résultats. Et celui qui ne contrôle ni l'un ni l'autre devient réactif. Il vit dans le bruit, il avance par à-coups. Il s'épuise sans comprendre pourquoi. Micro-histoire. Un jeune ambitieux travaille dur. Il lit, il apprend, il a de bonnes idées, mais il n'arrive jamais à aller au bout. Ses projets stagnent. Il se sent occupé, mais jamais réellement efficace. En réalité, son problème n'était pas le manque d'effort, c'était la fragmentation constante de son attention. Chaque interruption coupait son élan, chaque notification brisait sa profondeur. À la fin de la journée, il était fatigué sans avoir produit l'essentiel. Ce schéma est devenu normal, mais il est profondément anormal. Reprendre le contrôle de ton attention n'est pas une question de discipline, c'est une question de souveraineté personnelle. Tant que ton attention est pilotée par l'extérieur, ta vie l'est aussi. Les gens croient qu'ils choisissent, en réalité ils réagissent. Ils répondent aux stimuli, aux messages, aux images, aux urgences fabriquées. Et ils appellent ça « vivre dans le monde moderne ». Mais le monde moderne ne récompense pas les réactifs, il récompense les concentrés, ceux qui savent rester sur une chose importante pendant que les autres papillonnent. L'attention est le filtre de la réalité. Ce que tu regardes devient ce que tu penses devient ce que tu fais, et ce que tu fais devient ta vie. Si ton attention est constamment attirée par le superficiel, le rapide, l'émotionnel, ta vie suivra la même trajectoire. Beaucoup veulent plus d'argent, mais l'argent est une conséquence directe de la valeur que tu peux créer, et la valeur se crée dans la profondeur, pas dans la dispersion. Aucun travail sérieux, aucune business solide, aucune compétence rare ne se développe dans un esprit constamment interrompu. C'est impossible. La concentration prolongée est devenue un avantage compétitif massif, rare, précieux, monétisable. La majorité confond attention et volonté. Ils pensent que s'ils veulent assez fort, ils resteront concentrés. C'est faux. La volonté est faible face à un environnement mal structuré. Si ton environnement est conçu pour te distraire, tu perdras, peu importe ta motivation. C'est pour ça que ce livre n'est pas un discours de discipline, c'est un manuel de reconquête. Reconquête de ton espace mental, de ton silence intérieur, de ta capacité à choisir sur quoi tu poses ton esprit. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de faire plus, c'est de faire moins, mais avec une attention totale, une attention entière, une attention non fragmentée. L'open loop que je t'ai promis est le suivant. Il existe un seuil précis où ton attention cesse d'être une faiblesse et devient une arme. Un seuil où ton esprit arrête de sauter et commence à s'enfoncer. À ce seuil, ta perception change, tes efficacités explosent, ton calme s'installe et ton rapport au monde se transforme. Ce seuil n'est pas atteint par la force, il est atteint par une série de décisions invisibles que presque personne ne prend consciemment. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer dans les prochains chapitres.
Tu comprendras pourquoi certaines personnes semblent avancer sans effort, pourquoi elles voient clair quand les autres sont confus, et comment elles protègent leur attention comme un actif financier majeur. Avant de continuer, je veux que tu observes quelque chose. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Regarde ce qui capte ton attention sans t'apporter de valeur réelle. Regarde ce qui t'éloigne de tes priorités sans que tu protestes, et demande-toi si tu es vraiment celui qui décide où va ton esprit, ou si tu as simplement laissé d'autres décider à ta place. Parce que reprendre le contrôle de ton attention, ce n'est pas devenir plus dur, c'est devenir plus libre. Et la liberté commence toujours par la clarté. Abonnez-vous, likez et suivez la playlist complète en description. Chapitre 2. La fragmentation. Pourquoi ton esprit n'arrive plus à aller au bout? Si tu regardes honnêtement ta manière de penser aujourd'hui, tu verras un phénomène inquiétant. Ton esprit commence beaucoup de choses, mais il termine peu. Tu ouvres une tâche, puis une autre, puis encore une autre. Tu passes d'une idée à une notification, d'une intention à une distraction. Et à la fin de la journée, tu es épuisé sans avoir posé une vraie pierre. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que ton attention est fragmentée. La fragmentation est l'ennemi invisible de toute progression sérieuse. Elle ne t'empêche pas de travailler, elle t'empêche de plonger. Et sans plonger, il n'y a ni maîtrise, ni création profonde, ni valeur réelle. Tu peux être actif toute la journée et rester superficiel toute ta vie. Le problème n'est pas que tu manques de temps. Le problème est que ton temps est découpé en micro-morceaux inutilisables. 10 minutes ici, 3 minutes là, une interruption, un message, un regard sur un écran. Puis tu reviens, mais ton esprit n'est plus au même endroit. Il faut plusieurs minutes pour retrouver le fil. Et parfois, tu ne le retrouves jamais vraiment. Chaque interruption laisse une trace, une fatigue invisible, une tension légère, un bruit mental résiduel. Additionne ces micro-fractures sur une journée, une semaine, une année, tu obtiens un esprit constamment sollicité, jamais reposé, incapable de soutenir un effort long sans inconfort. Micro-histoire. Un jeune professionnel ambitieux se plaint de ne jamais avancer sur ses projets importants. Pourtant, il travaille beaucoup. En réalité, il ne travaille jamais plus de 5 à 10 minutes sans interruption. Messages, mails, réseaux. Il vit dans un état de pseudo-urgence permanente. Quand on lui demande de travailler 30 minutes sans couper, il se sent nerveux, agité, presque anxieux. Ce malaise n'est pas un défaut, c'est un symptôme. Son cerveau s'est habitué à la fragmentation. La fragmentation détruit une chose essentielle, la continuité mentale. Or, toute œuvre sérieuse, qu'elle soit intellectuelle, financière ou créative, exige de la continuité. Tu dois rester avec une idée assez longtemps pour qu'elle s'approfondisse, pour que les liens apparaissent, pour que les solutions émergent. Les premières minutes sont toujours superficielles. La valeur arrive après. Mais la plupart des gens quittent toujours trop tôt. Ton attention fragmentée t'empêche aussi de ressentir la satisfaction réelle du travail bien fait. Tu passes d'une tâche à l'autre sans jamais entrer dans cet état de flux où le temps disparaît. Résultat, tu cherches la récompense ailleurs, dans la distraction, dans le divertissement, dans le scroll. Et plus tu cherches cette récompense artificielle, plus tu renforces le cycle. La fragmentation est auto-entretenue. Un esprit fragmenté cherche des stimulations courtes. Les stimulations courtes fragmentent encore plus l'esprit. Et le cercle continue. Parlons argent, parce que le lien est direct. Un esprit fragmenté prend de mauvaises décisions financières. Il réagit aux nouvelles. Il change d'avis souvent. Il passe d'une opportunité à une autre. Il confond mouvement et progrès. La richesse, au contraire, demande de rester longtemps sur une stratégie simple. La fragmentation pousse à l'abandon prématuré. Même chose pour la carrière. Les compétences rares demandent des heures de concentration ininterrompues. Tu ne deviens pas excellent par petites bouchées dispersées.
Tu deviens compétent par immersion. Et l'immersion est impossible dans un esprit constamment interrompu. La fragmentation touche aussi tes relations. Quand ton attention est toujours divisée, tu n'es jamais pleinement présent. Tu écoutes à moitié, tu réponds à moitié, tu vis à moitié. Et cette demi-présence finit par créer une distance, même avec les personnes importantes. Reprendre le contrôle de ton attention commence donc par une prise de conscience brutale. Tu ne peux pas vivre une vie profonde avec un esprit superficiel. Tu dois choisir, pas entre travailler ou te reposer, mais entre fragmenter ou unifier ton attention. L'unification ne signifie pas devenir rigide, elle signifie redonner à ton esprit des plages entières, des espaces sans intrusion, des moments où une seule chose existe. C'est inconfortable au début, parce que ton cerveau réclame la stimulation qu'on lui a donnée pendant des années. Il s'agite, il cherche une sortie, il invente des urgences. Si tu tiens malgré cet inconfort, quelque chose se produit. L'agitation diminue, la pensée ralentit, la clarté apparaît, et tu redécouvres une sensation oubliée, la présence totale. Cette présence est puissante, elle transforme la qualité de tout ce que tu fais. 1 heure de présence vaut parfois 5 heures de dispersion, mais cette vérité est inaudible pour un esprit fragmenté. Il doit la vivre pour la comprendre. Ce chapitre n'est pas une critique du monde moderne, c'est un constat. Le monde actuel récompense ceux qui savent protéger leur attention et pénalise ceux qui la laissent ouverte en permanence. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire moins, mais en entier. Et voici l'épiphanie de ce chapitre. Tant que tu acceptes la fragmentation comme normale, tu limites ton potentiel sans le savoir. Le jour où tu décides que ton attention mérite d'être traitée comme un actif précieux, tout change. Ton rythme, tes résultats, ton calme intérieur. Dans les prochains chapitres, tu verras comment reconstruire une attention stable, non pas par la force, mais par la structure. Comment créer des environnements qui soutiennent ta concentration. Et comment retrouver cette capacité rare à rester avec une chose importante jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Chapitre 3. L'environnement décide pour toi, même quand tu crois choisir. La majorité des gens croient que leur attention est une affaire de volonté. Ils pensent que s'ils étaient plus motivés, plus disciplinés, plus sérieux, ils se concentreraient mieux. C'est faux. La vérité est plus dérangeante. Ton environnement décide pour toi bien plus souvent que ta volonté. Et tant que tu ne comprends pas cette règle, tu luttes contre quelque chose que tu ne peux pas gagner. Ton cerveau n'a pas été conçu pour résister en permanence. Il a été conçu pour réagir aux sons, aux images, aux mouvements, aux signaux sociaux. Quand ton environnement est saturé de stimuli, ton esprit saute, pas parce que tu es faible, parce qu'il fonctionne normalement. Regarde autour de toi, ton téléphone, ton ordinateur, les notifications, les onglets ouverts, les alertes visuelles, les sons. Tout est pensé pour interrompre, pour attirer, pour capter. Ce n'est pas accidentel, c'est un modèle économique. Plus ton attention est fragmentée, plus tu es prévisible et plus tu es exploitable. Micro-histoire. Un entrepreneur ambitieux pense manquer de discipline. Il se force, il se blâme, il essaie des méthodes. Rien ne tient. Puis il change une seule chose. Il transforme son environnement. Téléphone hors de portée, notifications coupées, bureau simplifié, plage horaire protégée. Soudain, sa concentration revient. Non parce qu'il est devenu plus fort, mais parce qu'il a arrêté de se battre contre un environnement hostile. La volonté est une ressource limitée. L'environnement est une force constante. Celui qui compte sur sa volonté finit épuisé. Celui qui structure son environnement gagne sans effort apparent. C'est une loi silencieuse. Tu feras toujours ce qui est facile dans l'environnement que tu habites. Si la distraction est facile, tu seras distrait. Si la concentration est facile, tu seras concentré. Il n'y a pas de morale là-dedans, seulement de la mécanique. Beaucoup veulent reprendre le contrôle de leur attention sans rien changer autour d'eux.
C'est comme vouloir manger sainement en vivant dans une boulangerie. Tu peux résister un moment, pas indéfiniment. Ton environnement mental est façonné par ce que tu vois le plus souvent. Les images rapides, les contenus courts, les messages émotionnels. Tout cela entraîne ton cerveau à vouloir du changement constant. Puis tu t'étonnes de ne plus pouvoir rester sur une tâche longue. Tu t'es entraîné à l'inverse. La bonne nouvelle est simple. Ce qui a été conditionné peut être reconditionné, mais pas par la force, par la répétition d'un cadre différent. Reprendre le contrôle de ton attention commence par une décision claire. Arrêter de te demander pourquoi tu n'y arrives pas et commencer à te demander ce qui dans ton environnement rend la concentration difficile. Pas demain, maintenant. Observe les déclencheurs. Le téléphone à portée de main, les notifications actives, les écrans multiples, les sons inutiles, les allers-retours constants. Chacun de ces éléments vole un peu de ton attention. Ensemble, ils la détruisent. Les personnes concentrées ne sont pas plus résistantes, elles sont moins exposées. C'est une distinction capitale. Un autre point crucial concerne l'environnement social. Les personnes que tu fréquentes influencent ton niveau d'attention. Certaines discussions te stimulent profondément, d'autres te laissent vide. Certaines relations t'ancrent, d'autres te dispersent. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question d'effet. Si ton entourage valorise l'urgence, la réaction, le bruit, tu lutteras. Si ton entourage respecte le calme, la profondeur, le temps long, tu progresseras naturellement. L'attention est contagieuse. Même chose pour l'information que tu consommes. Tu n'es pas obligé de tout savoir, tu n'es pas obligé d'avoir un avis sur tout. L'excès d'information crée l'illusion de maîtrise, mais détruit la capacité à agir profondément. Les esprits puissants consomment peu. Ils digèrent longtemps. Ils préfèrent une idée bien intégrée à 100 idées survolées. Il y a aussi une illusion moderne à briser, croire que l'accessibilité permanente est une obligation. Répondre vite, être joignable, être réactif. En réalité, l'accessibilité constante est un aveu de faiblesse structurelle. Elle signifie que tu n'as pas protégé ton temps et ton attention. Les personnes les plus efficaces sont souvent les moins accessibles, pas par arrogance, par nécessité. Elles savent que chaque interruption a un coût invisible. Elles choisissent quand elles sont disponibles, pas l'inverse. Reprendre le contrôle de ton attention, c'est donc accepter une forme de friction volontaire, rendre la distraction moins facile, rendre la concentration plus accessible. Cela demande du courage au début. Parce que tu iras à contre-courant, tu répondras plus tard, tu regarderas moins, tu consommeras moins. Et certains ne comprendront pas. Mais très vite, les résultats parleront pour toi. Ton esprit redeviendra stable, ta pensée s'approfondira, tes décisions gagneront en clarté. Et voici l'épiphanie de ce chapitre. Tu n'as jamais réellement perdu le contrôle de ton attention. Tu l'as simplement délégué à un environnement qui ne sert pas tes objectifs. Le jour où tu reprends cette délégation, sans violence, sans lutte, tout devient plus simple. Tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu as besoin d'un environnement plus intelligent. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment reconstruire des rituels et des structures simples qui rendent la concentration naturelle, presque automatique, même dans un monde bruyant. Chapitre 4. Les rituels invisibles qui recréent une attention profonde. Quand l'environnement cesse d'attaquer ton attention, une autre question apparaît. Comment installer durablement une attention stable sans avoir à lutter chaque jour? La réponse ne se trouve pas dans la motivation. Elle se trouve dans les rituels. Pas des rituels compliqués. Des structures simples, répétées, presque banales, mais puissantes sur la durée. Les gens concentrés ne se demandent pas chaque matin comment se concentrer. Leur journée est déjà dessinée pour que l'attention apparaisse naturellement. La majorité fonctionne à l'inverse. Ils improvisent, ils décident en temps réel, ils réagissent. Et cette improvisation permanente épuise l'esprit avant même que le travail important ne commence. Un rituel est une décision prise une fois pour éviter de décider 1000 fois. Il retire la friction mentale, il réduit le bruit. Il crée un signal clair pour ton cerveau. Maintenant, on se concentre. Maintenant, on entre en profondeur. Sans négociation, sans débat intérieur. Micro-histoire. Un entrepreneur n'arrive jamais à travailler sur ses projets stratégiques. Il attend d'avoir du temps, d'être dans le bon état, d'être inspiré.
Cela n'arrive presque jamais. Puis, il change d'approche. Chaque matin, même heure, même endroit, même durée. Pas plus, pas moins. Les premières semaines sont inconfortables, puis quelque chose se stabilise. Son cerveau comprend le signal. À cette heure, on plonge. La discipline disparaît, le rituel prend le relais. Le cerveau adore les signaux prévisibles. Ils réduisent l'effort, ils réduisent l'anxiété, ils facilitent l'entrée dans un état profond. Plus un rituel est simple, plus il est puissant. Les rituels complexes échouent, ils demandent trop d'énergie. Les rituels simples survivent. Un lieu dédié, un horaire clair, une durée fixe, une seule tâche, c'est suffisant. Le plus grand piège est de croire qu'il faut se sentir prêt pour commencer. C'est faux. L'attention n'est pas un préalable, c'est une conséquence. Tu commences, l'attention suit. Attendre le bon état est une manière élégante de procrastiner sans culpabilité. Les personnes performantes commencent même quand elles n'ont pas envie. Pas par dureté, par compréhension du fonctionnement mental. Un autre élément clé des rituels invisibles est la fermeture. Beaucoup commencent mal, mais finissent encore plus mal. Ils s'arrêtent brusquement, ils basculent directement dans la distraction. Leur cerveau ne sait jamais quand un cycle est terminé. Résultat, une fatigue diffuse s'installe. Un bon rituel inclut une fin claire. Ranger, noter ce qui reste, fermer. Ce geste simple libère l'esprit. Il permet à l'attention de se reposer réellement, sans boucle ouverte. Les rituels protègent aussi contre l'auto-sabotage discret. Ce moment où tu te dis juste 5 minutes de plus ailleurs, juste un message, juste un regard. Le rituel dit non à ta place. Et ce non te libère. Tu n'as plus à lutter contre toi-même. La structure lutte pour toi. Les rituels ne rendent pas rigide, ils rendent libre, parce qu'ils libèrent ton énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Les esprits les plus créatifs sont souvent les plus structurés, pas les plus chaotiques. La structure n'étouffe pas la créativité, elle lui donne un cadre pour émerger. La même logique s'applique à ta vie hors travail. Sans rituel de déconnexion, ton attention ne se recharge jamais vraiment. Elle reste semi-active, semi-disponible, toujours prête à être sollicitée. Et cette demi-tension empêche le repos profond. Le repos n'est pas l'absence d'activité, c'est l'absence de sollicitation mentale inutile. Reprendre le contrôle de ton attention, c'est donc créer des rituels d'entrée et de sortie. Entrer dans la profondeur, sortir proprement. Jour après jour, sans chercher l'exploit, sans chercher la perfection. La constance est plus importante que l'intensité. L'épiphanie de ce chapitre est simple. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin de moins de décision. Les rituels transforment la concentration en automatisme. Et quand la concentration devient automatique, ta capacité à construire quelque chose de grand change radicalement. Abonnez-vous, likez et suivez la playlist complète en description. Chapitre 5. Le bruit mental. Pourquoi tu n'arrives plus à penser clairement, même quand tu es seul? Même quand ton téléphone est loin, même quand tout est calme autour de toi. Il reste souvent quelque chose, un fond sonore intérieur, une agitation subtile, des pensées qui se succèdent sans direction claire. Ce bruit mental est l'un des plus grands obstacles à une attention profonde, et presque personne ne sait vraiment d'où il vient. Le bruit mental n'est pas un excès de pensée, c'est un excès de pensée non terminée. Des fragments, des rappels, des inquiétudes, des idées ouvertes. Ton esprit est rempli de boucles incomplètes, et chaque boucle consomme de l'énergie, même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu crois manquer de concentration, en réalité, ton esprit est déjà occupé. Micro-histoire. Un jeune cadre ambitieux s'assoit pour travailler. Tout est prêt, le temps est là, mais il n'avance pas. Son esprit saute. Il repense à un message non répondu, à une décision reportée, à une tâche floue. Rien de grave individuellement, mais l'ensemble crée une saturation. Son attention est fragmentée de l'intérieur, pas par l'extérieur. Le bruit mental vient souvent d'un manque de clôture. Tu ouvres des sujets, tu les laisses en suspens, tu te dis « je verrai plus tard » et ton cerveau déteste ça. Il garde ces éléments actifs pour ne pas les oublier. Résultat,
ton espace mental se remplit sans que tu le choisisses. Un esprit encombré ne peut pas être profond. Reprendre le contrôle de ton attention demande donc une chose contre-intuitive. Vider avant de remplir. Clarifier avant de se concentrer. Tant que ton esprit garde en mémoire ce qu'il n'a pas compris, décidé ou terminé, il ne peut pas s'installer pleinement sur une seule chose. Beaucoup tentent de se concentrer en forçant. Ils serrent les dents, ils luttent, ils se frustrent. Mais tu ne peux pas construire de la profondeur sur un terrain encombré. Il faut d'abord nettoyer. Cela ne demande pas des heures, cela demande une méthode simple. Sortir les pensées de ta tête, les poser, les externaliser. Une idée notée est une idée qui cesse de crier. Une décision écrite est une décision qui se calme. Un plan clair réduit instantanément le bruit mental. Les personnes très concentrées ne sont pas vides d'idées. Elles sont claires sur ce qu'elles doivent ignorer pour l'instant. Un autre facteur majeur du bruit mental est la consommation émotionnelle. Les contenus anxiogènes, les débats inutiles, les polémiques, les informations dramatisées. Chaque émotion consommée laisse une trace, même si tu passes vite à autre chose. Ton esprit, lui, reste activé. Tu crois t'informer, tu t'agites. Le calme intérieur est incompatible avec une alimentation mentale chaotique. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de stimulation permanente et lui demander ensuite d'être stable et profond. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le système nerveux. Le bruit mental vient aussi de la confusion des priorités. Quand tout est important, rien ne l'est vraiment. Ton esprit saute parce qu'elle ne sait pas où se poser. Clarifier une priorité centrale réduit immédiatement le bruit. Ton esprit aime savoir ce qui compte maintenant. Pas tout, maintenant. Un esprit clair n'est pas un esprit vide. C'est un esprit orienté. Il y a aussi une vérité plus subtile. Le bruit mental est souvent une fuite. Fuir le silence, parce que le silence confronte. Il met face à ce qui compte vraiment, à ce que tu évites, à ce que tu repousses. Beaucoup préfèrent le bruit parce qu'il anesthésie. Mais ce soulagement est temporaire, et son coût est énorme. Reprendre le contrôle de ton attention implique d'accepter des moments de silence inconfortables, sans stimulation, sans remplissage. Ces moments sont difficiles au début, puis ils deviennent réparateurs, puis ils deviennent indispensables. C'est dans le silence que l'attention se reconstruit. C'est dans le silence que la pensée s'organise. C'est dans le silence que les vraies décisions émergent. Les investisseurs sérieux, les créateurs profonds, les bâtisseurs solides ont tous un point commun. Ils protègent des espaces de silence, pas pour méditer forcément, mais pour laisser l'esprit se déposer, se réaligner, se clarifier. Sans silence, l'attention reste superficielle. Le bruit mental te donne l'illusion d'être vivant. Le silence te permet d'être efficace. La différence se voit dans les résultats, pas dans les sensations immédiates. Ce chapitre t'invite à changer de stratégie, ne plus chercher à te concentrer davantage, mais à réduire ce qui empêche naturellement la concentration d'apparaître. Moins de boucles ouvertes, moins d'émotions consommées, moins de priorités simultanées. Plus de clarté, plus de fermeture, plus de silence choisi. C'est à partir de là que ton attention cesse d'être fragile et commence à devenir stable, fiable, presque inébranlable. Chapitre 6. La dopamine facile. Pourquoi ton cerveau sabote ta concentration? Il y a un mécanisme précis qui explique pourquoi rester concentré te semble parfois si difficile, même quand tu sais exactement quoi faire. Ce mécanisme n'est pas un manque de discipline, c'est une dépendance subtile, silencieuse, socialement acceptée. La dépendance à la dopamine facile. La dopamine n'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir.
C'est ce qui te pousse à chercher, vérifier, cliquer, scroller. Chaque notification, chaque nouveauté, chaque micro-stimulation déclenche une petite décharge. Rien de violent, mais répétée des centaines de fois par jour, elle reprogramme ton cerveau. Ton cerveau apprend une chose simple. Pourquoi rester sur une tâche exigeante quand une récompense immédiate est disponible ailleurs? Ce conditionnement est puissant, et il est invisible tant que tu ne le regardes pas en face. Micro-histoire. Un jeune ambitieux essaie de travailler sérieusement. Il commence motivé. Puis, sans raison claire, il ouvre un onglet, puis un autre, puis son téléphone. 10 minutes plus tard, il revient à sa tâche. Il se sent coupable. Il se force, puis recommence. Il pense manquer de volonté. En réalité, son cerveau est entraîné à chercher des récompenses rapides dès que l'effort augmente légèrement. La dopamine facile détruit la tolérance à l'effort cognitif. Ton cerveau devient impatient. Il veut du mouvement, du changement, du feedback immédiat. Or, la concentration profonde fonctionne à l'inverse. Elle demande un délai, une traversée de l'inconfort, une phase sans récompense apparente. Les premières minutes de concentration sont toujours les plus dures. C'est là que le cerveau réclame sa dose habituelle. Si tu cèdes, tu renforces le circuit. Si tu tiens, quelque chose change. La tension baisse, l'attention s'installe. Une autre forme de satisfaction apparaît, plus calme, plus profonde, plus durable. Mais très peu tiennent assez longtemps pour l'atteindre. Le problème n'est pas la dopamine en soi, c'est son accès permanent, sans friction, sans effort, sans limite. Un cerveau exposé en continu à la dopamine facile perd l'appétit pour les récompenses lentes, comme un palais saturé de sucre qui ne sent plus les saveurs subtiles. Reprendre le contrôle de ton attention demande une rééducation, pas une suppression totale, une hiérarchisation. Décider consciemment quelles sources de dopamine méritent ton attention et lesquelles te la volent. Les personnes concentrées ne vivent pas sans plaisir, elles choisissent leur plaisir. Elles savent que tout plaisir a un coût caché. Soit il recharge, soit il épuise. La dopamine facile épuise à long terme. Elle te laisse nerveux, insatisfait, toujours en manque. La dopamine issue de l'effort, elle, stabilise, elle renforce l'estime, elle construit. Il y a un lien direct avec l'argent et la réussite. Les projets rentables, les compétences rares, les patrimoines solides demandent tous une chose, la capacité à rester sur quelque chose quand ce n'est pas immédiatement gratifiant. Celui qui ne tolère pas le délai ne construira jamais rien de durable. La société moderne favorise l'instant. La richesse favorise le différé. Ce décalage explique pourquoi tant de gens savent quoi faire, mais peu le font réellement. Reprendre le contrôle de ton attention, ce n'est pas devenir austère, c'est redevenir sélectif. Réintroduire de la friction là où tout est devenu trop facile. Éloigner les tentations pendant les phases importantes. Regrouper les distractions dans des moments choisis. Tu ne supprimes pas la dopamine, tu la replaces. Un esprit qui n'est plus bombardé en permanence retrouve progressivement sa capacité naturelle à se concentrer. Pas du jour au lendemain, mais sûrement. La nervosité diminue, la profondeur revient, le temps s'allonge. Et une chose surprenante se produit. Ce qui te semblait ennuyeux devient satisfaisant. Ce qui te semblait difficile devient engageant. Parce que ton cerveau se réadapte à une réalité plus lente mais plus riche. Ce chapitre marque un tournant. Tu comprends que ton attention n'est pas faible, elle est surstimulée. Et ce qui est surstimulé peut être calmé, sans violence, sans lutte, par des choix simples, répétés. Dans le prochain chapitre, tu verras comment transformer cette nouvelle stabilité en un levier concret pour ta carrière, ton argent et ta capacité à construire sur le long terme. À ce stade, tu as compris une chose essentielle. L'attention n'est pas seulement une question de bien-être mental, c'est un levier de pouvoir concret, mesurable, exploitable. Dans le monde réel, ceux qui contrôlent leur attention finissent presque toujours par dépasser ceux qui ont pourtant plus de talent, plus de réseaux ou plus de ressources au départ. La raison est simple, la concentration transforme l'effort en valeur. Là où un esprit dispersé produit beaucoup d'actions moyennes,
Un esprit concentré produit peu d'actions décisives. Et ce sont ces actions-là qui changent une trajectoire. Dans la carrière, la différence se fait rarement sur la quantité de travail. Elle se fait sur la capacité à résoudre des problèmes complexes, à penser sur la durée, à produire quelque chose de rare. Or, la rareté naît toujours de la profondeur, pas de la vitesse, pas de l'agitation. Micro-histoire. 2 collaborateurs commencent au même niveau. L'un est toujours disponible. Il répond vite. Il est réactif. Il fait beaucoup de choses. L'autre protège des plages de concentration. Il disparaît parfois, mais quand il revient, il apporte des solutions claires, structurées, durables. Quelques années plus tard, le premier est toujours occupé. Le second est devenu indispensable. L'attention a fait la différence. Un esprit concentré voit ce que les autres manquent, les liens invisibles, les incohérences, les opportunités calmes que personne ne remarque parce qu'elles demandent de s'arrêter pour être vues. La majorité passe trop vite. Celui qui ralentit stratégiquement prend l'avantage. Le lien avec l'argent est direct. La valeur économique est proportionnelle à la rareté de ce que tu peux produire. Et la rareté aujourd'hui n'est pas l'information. Tout le monde y a accès. La rareté est la capacité à rester longtemps sur un problème important sans fuir l'inconfort. Les métiers qui paient le plus ne sont pas forcément les plus visibles. Ce sont souvent ceux qui demandent une attention soutenue. Architecturer, investir, concevoir, décider, anticiper. Toutes ces activités exigent du silence mental. Elles ne tolèrent pas la fragmentation. Il en va de même pour l'investissement. Les meilleures décisions financières sont rarement prises dans l'urgence. Elles émergent après réflexion, après digestion, après comparaison calme. Celui qui saute d'une information à l'autre se condamne à réagir. Celui qui s'isole temporairement pour penser, choisit. La concentration crée aussi un avantage psychologique immense, le calme. Quand ton attention est stable, tu réagis moins, tu paniques moins, tu doutes moins, tu observes davantage. Et cette posture te rend plus lucide dans les moments critiques, là où les autres perdent leur clarté. Le calme est une arme sous-estimée. Dans un monde nerveux, l'homme calme semble lent, mais il voit plus loin. Il y a aussi un effet cumulatif. Plus tu entraînes ton attention, plus elle devient fiable, comme un muscle. Au début, l'effort est conscient, puis il devient naturel. Tu entres plus vite dans la profondeur, tu y restes plus longtemps, tu récupères mieux. Cette progression est invisible de l'extérieur, mais elle transforme tout. Beaucoup cherchent des hacks, des raccourcis, des méthodes miracles. Mais la vraie supériorité est rarement spectaculaire. Elle est discrète. Elle se construit jour après jour par des choix simples. Protéger son attention, dire non, réduire le bruit, accepter l'ennui productif. Celui qui maîtrise son attention maîtrise son rythme. Celui qui maîtrise son rythme maîtrise sa trajectoire. Ce chapitre t'invite à changer de regard. Ne plus voir la concentration comme une contrainte, mais comme un actif stratégique, quelque chose qui te distingue, qui te rend rare, qui augmente ta valeur sans que tu aies besoin de courir plus vite. Quand tu contrôles ton attention, tu redeviens intentionnel. Tu choisis ce que tu construis, tu choisis ce que tu ignores, tu choisis où va ton énergie. Et ces choix répétés finissent par définir ta position dans le monde. C'est souvent là que la séparation se fait. Certains continueront de vivre dans le flux, réactifs, sollicités, occupés. D'autres construiront des îlots de concentration dans un océan de bruit. Et ces îlots deviendront des bases solides pour leur carrière, leur argent et leur liberté. Reprendre le contrôle de ton attention n'est pas un luxe, c'est une stratégie de long terme. Chapitre 8. L'identité concentrée, devenir quelqu'un que le bruit ne traverse plus. À ce niveau du parcours, quelque chose de subtil commence à se produire. Tu ne fais plus seulement des efforts pour protéger ton attention, ton rapport au monde change. Tu ne te demandes plus en permanence comment te concentrer. Tu deviens quelqu'un de naturellement plus difficile à distraire. Et cette transformation n'est pas une technique, c'est une identité. La plupart des gens vivent avec une identité implicite,
disponible, réactif, accessible, toujours prêt à répondre, à commenter, à s'adapter. Cette identité est valorisée socialement, mais elle a un coût immense. Elle laisse ton attention ouverte en permanence. Et ce qui est ouvert finit toujours par être traversé. Une identité concentrée fonctionne à l'inverse. Elle ne se définit pas par ce qu'elle accepte, elle se définit par ce qu'elle refuse, pas par dureté, par cohérence. Tu n'es plus quelqu'un qui se bat contre les distractions, tu es quelqu'un pour qui certaines choses n'entrent tout simplement pas. Micro-histoire. Un professionnel respecté ne consulte presque jamais les réseaux dans la journée. Pas par discipline extrême, par désintérêt réel. Son esprit est occupé ailleurs, sur quelque chose de plus grand, de plus lent, de plus exigeant. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un déplacement d'identité. Son attention a trouvé mieux à faire. L'attention suit toujours l'identité. Si tu te vois comme quelqu'un de dispersé, ton comportement confirmera cette image. Si tu te vois comme quelqu'un de profond, posé, orienté long terme, ton attention commencera à se conformer à cette vision. Lentement, mais sûrement. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de changer leurs habitudes sans changer la personne qu'ils pensent être. Ils disent « je devrais me concentrer plus », au lieu de dire « je suis quelqu'un qui travaille en profondeur ». La nuance est énorme. La première phrase crée un combat, la seconde crée un alignement. Une identité concentrée ne cherche pas la stimulation permanente, elle cherche le sens, le progrès réel, la construction. Elle accepte de paraître moins active, moins visible, moins réactive, parce qu'elle sait que la valeur ne se mesure pas à l'agitation. Dans un monde bruyant, le calme devient une signature. Cette identité transforme aussi ton rapport au temps. Tu n'es plus pressé de tout consommer, tu n'as plus peur de rater. Parce que tu sais que rater l'essentiel est bien plus grave que rater une information. Ton attention devient sélective, et cette sélectivité te rend plus lucide. Il y a une paix particulière qui apparaît quand ton esprit cesse d'être traversé par tout. Une stabilité, une continuité intérieure. Tu peux rester avec une pensée, avec un problème, avec une vision, sans avoir besoin de t'échapper. Cette capacité est devenue extrêmement rare et donc extrêmement précieuse. L'identité concentrée change aussi tes relations. Tu écoutes mieux, tu parles moins, tu réponds plus lentement, mais plus justement. Les échanges deviennent plus profonds, moins superficiels, et certaines relations s'éloignent naturellement, celles qui se nourrissaient surtout de bruit. Ce n'est pas une perte, c'est un tri. À ce stade, tu comprends que reprendre le contrôle de ton attention n'était pas une fin en soi, c'était une étape vers quelque chose de plus grand. Devenir quelqu'un de stable dans un monde instable, devenir une présence calme dans un environnement agité, devenir un bâtisseur là où d'autres restent des consommateurs. Cette identité ne se proclame pas, elle se manifeste, par ton rythme, par tes choix, par ton silence, par ce que tu ignores volontairement. Et ce que tu ignores en dit souvent plus sur toi que ce que tu consommes. L'épiphanie de ce chapitre est celle-ci. Le vrai contrôle de l'attention ne consiste pas à résister sans cesse, il consiste à devenir quelqu'un pour qui la distraction n'a plus autant de valeur. Quand ton identité évolue, l'effort diminue, et ce qui était difficile devient naturel. Tu ne protèges plus ton attention, tu l'habites. Dans le prochain et dernier chapitre, tu verras comment consolider cette transformation sur le long terme et comment faire de ton attention maîtrisée une fondation durable pour ta liberté, ton impact et ta vie entière. Arrivé ici, tu peux voir le chemin parcouru. Tu n'as pas simplement appris à mieux te concentrer, tu as déplacé quelque chose de bien plus profond. Tu as repris possession de ton espace intérieur. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté. Pas la liberté extérieure, conditionnelle, dépendante de l'argent ou du statut. La liberté intérieure, celle qui te permet de rester stable, lucide et aligné, même quand le monde accélère. La plupart des gens vivent dans un état de dispersion chronique. Leur attention va où on l'appelle, leur énergie suit ce qui crie le plus fort.
Ils confondent mouvement et vie. En réalité, ils sont traversés en permanence, par les urgences, par les opinions, par les peurs collectives. Ils appellent ça être informés, mais ils sont surtout envahis. Quand tu reprends le contrôle de ton attention, quelque chose change définitivement. Tu redeviens le point fixe. Ce n'est plus le monde qui décide de ton rythme, c'est toi. Tu choisis quand tu entres en profondeur, tu choisis quand tu t'exposes, tu choisis quand tu te retires. Cette capacité transforme tout. Ton travail devient plus précis, tes décisions plus justes, tes relations plus vraies. La liberté intérieure, ce n'est pas de pouvoir tout faire, c'est de ne plus être obligé de réagir à tout. Un esprit maîtrisé n'est pas un esprit fermé, c'est un esprit souverain. Ce livre n'avait pas pour but de te rendre plus productif, il avait pour but de te rendre plus présent, plus cohérent, plus intentionnel, parce que la présence est la base de toute construction durable. On ne bâtit rien de solide avec un esprit absent. Regarde ta trajectoire maintenant. Si tu continues à protéger ton attention, à structurer ton environnement, à respecter tes rituels, à choisir tes stimulations, une chose est certaine, tu ne seras plus jamais le même. Pas spectaculaire, pas bruyant, mais profondément différent. Tu avanceras avec moins d'efforts et plus d'impact. La majorité cherche à changer sa vie en ajoutant. Toi, tu as appris à changer en retirant. Retirer le bruit, retirer le superflu, retirer l'urgence artificielle. Et ce retrait crée de l'espace. Dans cet espace naissent les idées claires, les décisions solides, les projets qui tiennent. L'attention maîtrisée devient alors une fondation pour ta carrière, parce que tu peux développer des compétences rares. Une fondation pour ton argent, parce que tu prends des décisions calmes et long terme. Une fondation pour ta vie, parce que tu n'es plus constamment tiré hors de toi. Tu comprendras aussi une chose avec le temps. Ceux qui semblent les plus libres, ce sont ceux qui choisissent le mieux. Et choisir le mieux demande une attention intacte. Ce n'est pas un combat quotidien, c'est un mode de vie, un rythme, une posture intérieure. Et plus tu l'incarnes, moins tu as besoin d'y penser. Conclusion. Reprendre le contrôle de ton attention, c'était reprendre le contrôle de ta trajectoire. Ce livre ne t'a pas demandé de devenir plus dur, plus strict ou plus extrême. Il t'a invité à devenir plus conscient, plus sélectif, plus aligné. Si tu appliques ces principes avec calme et constance, ton esprit cessera d'être un champ de bataille. Il deviendra un espace clair, stable, fertile. Et tout ce que tu construiras à partir de là portera cette stabilité. Laisse-moi te poser une question importante. Si ton attention était vraiment respectée chaque jour, à quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans et qu'est-ce que tu arrêterais immédiatement de laisser entrer dans ton esprit pour y parvenir? Abonnez-vous, likez et suivez la playlist complète en description. Merci d'avoir écouté ce livre audio de The Millionaire's Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences.